Nous sommes 33 participants pour l'instant. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Guillaume et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui avec l'ensemble de nos experts qui vont s'exprimer. D'ailleurs, vous les voyez à l'écran. Par ordre d'apparition, il y aura François Corrèze, qui est notre directeur de marché de l'habitat chez Engie. Ensuite, Thomas Menuet, qui est notre expert C2E au sein de Certinergie. Nathalie Belland, qui est notre experte de décarbonation, qui nous parlera des solutions techniques. Et puis Arnaud Lemarec, qui est responsable des automatismes à l'échelle nationale et qui nous fera part d'un retour d'exploitation, un retour d'expérience sur une résidence en Bretagne. Alors, on va parler ce matin des aides C2E à l'attention des bâtiments résidentiels collectifs, ainsi que des solutions techniques qui vont vous permettre de déclencher ces fameux C2E, de décarboner vos logements et donc d'améliorer votre DPE à moindre coût. Pour des raisons d'organisation, on a coupé les micros, bien sûr, mais vous pouvez à tout moment nous poser des questions. C'est à droite de votre écran. Il y a un petit onglet qui s'appelle « Questions ». Vous cliquez sur cet onglet et vous pouvez déposer votre question. On essaiera soit d'y répondre au fil de l'eau si ça matche bien, soit on y répondra en fin de présentation. On va démarrer tout de suite avec notre directeur du marché de l'habitat chez Engie. Bonjour François Corrèze. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors François, juste en 20 secondes avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler l'organisation qu'a mis en place Engie pour répondre aux enjeux de l'habitat collectif. Oui, très bien. Donc Engie, dans son axe de performance énergétique, a mis en place une organisation basée sur 17 directions régionales partout en France. Nous sommes environ 16 000 en France à travailler sur ces enjeux. Et le cœur de cette activité, c'est vraiment l'accompagnement des clients pour la performance énergétique. Donc, les deux axes principaux, c'est réduire les consommations énergétiques et aider nos clients à verdir leurs énergies. Voilà, bien évidemment, nous fournissons de la chaleur également et nous exploitons les chaufferies d'immeubles des logements collectifs. On va en venir au point qui nous intéresse aujourd'hui, avec tout d'abord un petit point de contexte. Alors, effectivement, le point d'actualité, on le voit tous, il y a deux enjeux majeurs globaux. C'est les chocs énergétiques que nous avons traversés avec la situation géopolitique, et puis également toute la stratégie nationale bas carbone pour lutter contre, évidemment, le dérèglement climatique. Donc, on voit ici, la France s'est engagée dans la stratégie bas carbone pour atteindre une neutralité en 2050. Donc, ça implique de transformer les bâtiments pour les isoler et les rendre beaucoup plus performants d'un point de vue énergétique. Et ensuite, notamment pour se prémunir de la situation géopolitique mondiale, la stratégie de la France consiste à électrifier les consommations. Donc ça, l'objectif est de la rendre indépendante, donc de remplacer le pétrole et le gaz par de l'électricité produite sur notre sol. Et donc, pour soutenir ces enjeux, l'État a décidé de doubler les aides d'ici 2030. Et les axes prioritaires sont vraiment le logement et les transports. Et donc, concernant le logement et notamment l'habitat, l'État a mis en place des mesures incitatives et coercitives pour inciter tout le monde, enfin nous inciter à consommer, à électrifier et à isoler les logements. Donc, on peut noter ici l'augmentation des aides C2E, et on va y revenir tout à l'heure. Donc, une forte augmentation des aides C2E, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Ensuite, on a MaPrimeRénov' copropriété, quand on veut aller plus loin et rénover globalement le bâtiment, l'isoler. On a également à disposition l'éco-prêt à taux zéro, qui est subventionné par l'État. Et puis, un axe assez important qui est l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques. Donc, depuis les G actuellement sont déjà interdites en location et à partir de janvier 2028, les F seront également interdits. Alors, on peut améliorer son DPE. Voilà, donc comment concilier tous ces enjeux L'objectif, c'est bien de continuer à maîtriser ses charges, qu'on soit dans une copropriété ou dans un bailleur, ou dans un immeuble d'un bailleur social. Il est nécessaire d'améliorer le DPE, d'abord pour pouvoir continuer à louer et puis pour pouvoir moins consommer, etc. et diminuer l'empreinte carbone. Tout cela en garantissant le confort des habitants dans les logements. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu complexe qui est à mener et c'est cela dont on va vous parler aujourd'hui parce que pour améliorer le DPE,
En fait, le DPE actuellement a une double échelle, hein, c'est-à-dire qu'il faut à la fois diminuer les consommations en termes d'énergie en kilowattheure et il faut également diminuer les rejets carbone. Donc, il faut agir simultanément sur ces deux aspects pour pouvoir gagner des classes DPE. Donc, nous allons vous présenter le contexte des CPE, enfin C2E. des C2E, merci, ainsi que nos solutions, notamment nos solutions de chaufferie hybride. Et surtout, l'objectif, c'est de bénéficier le mieux possible, le plus possible, de ces aides que constituent les C2E. Voilà. Alors, on y va. On va parler des C2E. C'est un peu complexe comme dispositif. Thomas Menuet, qui est notre expert C2E pour l'habitat, est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Alors, expliquez-nous comment ça marche, ça, les C2E. C'est vrai que c'est un dispositif qui est un peu complexe, qui n'est pas compliqué, mais qui est complexe. Alors, les C2E ou certificats d'économie d'énergie, il faut avoir en tête que c'est un dispositif de financement des actions d'efficacité énergétique qui est piloté, qui a été mis en place en 2005 par l'État, par la loi POP, la loi de programmation et d'orientation pour la politique énergétique. Et cette loi et cette mesure en fait, de l'État va venir obliger, sur le principe de pollueur-payeur, les fournisseurs d'énergie à financer des actions d'efficacité énergétique. Donc, quand une entreprise va venir vendre de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, mais aussi du fioul, du carburant, ils vont avoir une obligation à justifier d'un certain nombre, d'un certain volume d'actions d'efficacité énergétique financées. Donc, plus ils vendent, plus ils ont à financer des actions pour réduire les consommations énergétiques de la France. Maintenant, comment ça se fait? Ils peuvent très bien financer et réaliser des actions sur leur patrimoine propre, sur leurs bureaux, sur leurs infrastructures, ou ils peuvent du coup financer des actions au bénéfice de leurs clients. C'est là où ce C2E devient une prime que ceux qu'on appelle les bénéficiaires, donc qui vont réaliser les travaux, seront bénéficiaires de cette prime C2E. Pour des travaux éligibles, les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie vont donc financer ces actions pour justifier de l'autre côté de l'atteinte de leurs objectifs et de leurs obligations auprès de l'État. Ça, c'est le dispositif général. Mais comment ça s'applique spécifiquement dans le domaine de l'habitat collectif? Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de fiches C2E ou de fiches d'opération standardisées. En fait, le dispositif est organisé autour de ces fiches-là. Chaque action, chaque travaux est résumé et présenté dans une fiche. Il y a une fiche C2E pour l'isolation des murs, par exemple. Il y a une fiche C2E pour le remplacement de fenêtres. Et spécifiquement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les fiches C2E pour la pompe à chaleur RO et pour le système géothermique. Cette fiche, elle va venir décrire l'action, décrire les conditions de succès techniques et administratives, donc l'éligibilité de l'opération au C2E, et décrire le calcul pour obtenir des C2E. Typiquement, sur de l'isolation des murs, la prime sera d'autant plus importante avec la surface d'isolant qui sera installée. Là, sur ces fiches qui nous intéressent sur la pompe à chaleur et le système géothermique, ça va dépendre dans le résidentiel du nombre de logements. Donc, plus on va avoir des bâtiments importants avec un nombre de logements important, plus la prime C2E le sera. Maintenant, et encore une fois spécifiquement sur ces fiches, il y a plusieurs critères, bien entendu, à valider. Le premier, c'est, et je reviendrai dessus un tout petit peu après, c'est que la chaufferie ne doit pas avoir bénéficié de C2E par le passé. Par exemple, il y a des chaudières gaz d'installer. Si à l'époque, il y a 15-20 ans, vous avez obtenu du C2E pour l'installation des chaudières gaz, parce que ça existait encore il y a quelques années, malheureusement, vous ne pourrez pas aujourd'hui obtenir de C2E pour les pompes à chaleur. Mais j'y reviendrai. Ensuite, deuxième critère, c'est de déposer au moins un équipement fossile, donc une chaudière gaz, fioul ou charbon, pour pouvoir bénéficier d'une certaine bonification qui s'appelle le coup de pouce. Dans le C2E, il y a ces différentes fiches qui vous offrent des primes et il y a des systèmes de bonification quand on vient décarboner, parce que le C2E est aussi un des éléments et un des outils de décarbonation à l'échelle nationale. Donc, deux critères pour ça, déposer au moins une chaudière gaz, fioul, charbon et justifier qu'on ne peut pas se raccorder à un réseau de chaleur, parce qu'il n'y en a pas sur
sur la commune où on est ou parce qu'on a une impossibilité technique ou économique. Si ces deux critères sont réussis, vous accédez au coup de pouce qui va venir multiplier par 3 le volume de la fiche pour la PAC RO et par 5 pour le système géothermique. Et c'est là où on a du coup une incitation financière qui est très importante et qui peut couvrir potentiellement la totalité de votre investissement. Merci beaucoup, Thomas. On a une première question et je pense qu'on peut y répondre au fil de l'eau. C'est une question d'Étienne Rollin. Le coup de pouce et le CPE sont-ils cumulables? Le coup de pouce et le CPE ne sont pas cumulables. Ce sont deux bonifications distinctes. Donc, on va venir soit multiplier le volume de la fiche grâce au coup de pouce, soit appliquer la bonification de CPE. Clairement, on ne pourra pas atteindre x3 ou x5 sur la fiche avec le CPE, parce que la formule de calcul ne le permet pas. Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt le coup de pouce qui sera intéressant. Par contre, si vous avez l'impossibilité de déposer une chaudière gaz, mais que vous voulez quand même avoir du C2E et qu'il y a un CPE, là, on pourra utiliser la fiche C2E toute seule et la bonification CPE. Très clair. Merci beaucoup, Thomas. On se retrouve tout à l'heure avec une simulation d'un cas concret. On va rentrer un petit peu dans la technique maintenant avec les choix techniques à faire pour bénéficier au mieux de ces ZC2E. On va voir ça avec Nathalie Bellan, qui est notre experte en décarbonation. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors, Nathalie, quelle est la meilleure approche pour décarboner à moindre coût les logements? Oui, alors là, on vient beaucoup de parler de ces deux E qui vont impacter la partie investissement, la partie travaux. Donc, c'est un levier, je pense que vous l'avez bien compris, hein, qui va être essentiel et qui va permettre de réduire cette part d'investissement et de rendre accessibles ces solutions. Donc, c'est une très, très belle opportunité. Cependant, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il n'y a pas que la partie investissement à prendre en compte et donc que cette partie travaux, mais bien une approche globale qui part de la rénovation et donc de cette partie travaux et qui va jusqu'à l'exploitation et jusqu'au pilotage des installations dans la durée, sur toute la durée de vie de votre installation, puisque la partie l'installation ne s'arrête pas au moment où votre installation est posée, évidemment. On sait que pour garantir la performance et obtenir les résultats attendus et avoir une réelle réduction de coûts énergétiques, il faut aborder une approche globale et avoir un pilotage performant dans la durée. Donc, l'idée est vraiment d'optimiser la partie, vous l'avez bien compris, investissement, grâce aux aides C2E qui sont proposées, mais aussi grâce à une optimisation du dimensionnement, avoir le dimensionnement le plus approprié à votre installation. C'est vraiment la performance technique de cette partie rénovation, mais aussi de penser dès la partie conception à la performance technique en exploitation qui va permettre de piloter vos consommations énergétiques et donc de réduire vos consommations énergétiques, de réduire votre impact carbone. Et le pilotage des consommations, c'est un pilotage qui va être technique. Je réduis mes consos, je réduis mon impact carbone en optimisant mon mix énergétique, en m'assurant que la performance est au rendez-vous. Et j'optimise également mes consommations en euros, en choisissant le contrat qui va être le plus adapté à ma nouvelle situation, qui va prendre en compte l'électrification de mon installation et les puissances souscrites, enfin la puissance qui va être atteinte. Voilà, il y a tout un tas d'optimisations à faire sur ce plan-là. Et c'est cet ensemble qui va vous permettre, cette approche en coût global, qui va vous permettre dans la durée d'atteindre vraiment le résultat attendu. Et qui va vous permettre aussi d'avoir une approche qui s'adapte à l'existant et à votre réalité, puisqu'on part sur un bâtiment qu'on vient rénover. Donc, il faut des solutions, et on va en parler juste après, des solutions techniques qui s'adaptent à votre réalité actuelle. Parfait. Parlons-en alors des choix techniques et contractuels qui nous permettent de profiter des ZC2E. Oui, tout à fait. Donc, on a identifié, en tout cas d'un point de vue électrification et au regard de ces aides disponibles, 3 solutions qui nous semblent particulièrement pertinentes dans le cadre d'une rénovation. Donc, celle qui est au centre, c'est-à-dire une chaufferie hybride qui va associer une pompe à chaleur RO et une chaudière gaz qui va fonctionner sur une partie à point. Ça va être 80%, 80-85% de ce qu'on va faire dans une majorité de cas, qui va s'adapter le plus à une majorité de situations. Pourquoi ? Parce qu'on est en rénovation et c'est une solution qui s'adapte très bien pour
maintenir le confort tout en assurant une performance technique et économique et en maximisant les performances de la pompe à chaleur qu'on va venir installer. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans la majorité des cas. Il y a une partie des cas, ça va être notre cas de gauche, où typiquement, vous n'avez pas de gaz sur site, historiquement. Vous êtes au fioul, par exemple, où il y a d'autres contraintes techniques qu'on aura identifiées autres. Et là, on va pouvoir passer sur du 100% ELEC. Alors, attention, le 100% ELEC veut rarement dire 100% PAC. Si on essaye de vous vendre, vraiment attention, si on essaye de vous vendre du 100% PAC, en rénovation, à moins que vous ayez des émetteurs, c'est-à-dire un plancher chauffant ou un bâtiment très bien isolé, cumulé à un plancher chauffant, enfin voilà, une situation très favorable où vous prévoyez des travaux en ce sens, va rarement vous permettre de répondre à la fois à l'ensemble de vos besoins de confort et à l'atteinte d'une performance réelle. Donc, ce qu'on va pouvoir proposer dans ces cas-là, ça va plutôt être le couplage d'une pompe à chaleur avec une chaudière ELEC. Et ça permet d'atteindre des performances dans les cas où le gaz, pour X ou Y raison, n'est pas possible. Donc, c'est une solution qui est tout à fait envisageable et qui permet également de bénéficier des C2E, d'ailleurs, dont on a parlé en premier abord. Et puis, il y a une troisième solution, qui est la solution que vous voyez à droite, qui va être la géothermie. Alors, c'est une solution qui est plus complexe à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'elle va être possible dans moins de cas, qui pour autant va être extrêmement performante, qui va permettre de davantage décarboner et qui est fortement aidée. On l'a vu, c'est x5 sur le coup de pouce. C'est cumulable aussi avec des fonds chaleur dont on n'a pas parlé, mais en tout cas, voilà, il y a un panel d'aide très important. Pour autant, il est vrai que c'est une solution qui va quand même être plus coûteuse de base, mais qui, si vous avez la place et des objectifs de décarbonation très forts, peut être quand même intéressante. Donc, on le prend en compte et on va évaluer quelle est la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre contexte. Et puis, il y a des solutions contractuelles également. Et puis, des solutions contractuelles, des solutions techniques déjà qui s'intègrent dans un cadre technique plus global, puisque comme je le disais, l'idée est d'avoir une approche globale techniquement et économiquement, et avoir une approche globale, ce n'est pas uniquement venir remplacer ma chaudière par une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur géothermique, c'est s'occuper de l'intégralité des impacts que cela va avoir sur le bâtiment. Donc, par exemple, on sait que venir remplacer installer une pompe à chaleur sans réaliser un désembouage ou un équilibrage de réseau, c'est une aberration totale. C'est indispensable puisqu'une pompe à chaleur, c'est très sensible à la qualité de l'eau qu'on va mettre dedans. Donc, il faut absolument réaliser cette action-là qui va vous permettre d'augmenter la performance énergétique, de maintenir en vie votre pompe à chaleur installée, parce que ce serait quand même dommage que quelques années, voire rapidement, 2-3 ans après, elle tombe en panne à cause de ça. Donc ça, on le prend en compte dès le début. On s'assure qu'elle va tourner avec une performance qui sera au rendez-vous. Et puis, on vient, comme je l'ai dit, optimiser le pilotage, c'est-à-dire mettre en place les compteurs, mettre en place les automatismes qui vont permettre d'assurer ce mix énergétique, de savoir quand la chaudière tourne au bon moment, quand la PAC tourne la majorité du temps, et puis quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et quand est-ce qu'on vient piloter tout mon réseau pour assurer le confort et réellement obtenir un gain énergétique. Et on en a parlé aussi, évidemment, l'optimisation du dimensionnement. Ça marche pour la pompe à chaleur, ça marche aussi pour la chaudière. Et tout ça avec un suivi, évidemment, reporting auprès de vous, avec des indicateurs très simples pour que ce soit très clair sur le suivi de vos consommations, et un reporting pour nos techniciens, cette fois-ci un peu plus technique, un peu plus complexe, qui va leur permettre de piloter au quotidien la chaufferie. Bien sûr, on s'engage sur ce résultat. C'est tout cet équipement-là qui nous permet de nous engager sur le résultat. Vous voyez la petite courbe, on parle d'une période de référence. On met en place les actions, le panel d'actions que je viens de vous présenter, et on regarde l'économie mesurée. Si on n'est pas au rendez-vous de l'économie, on paye des pénalités. Donc, on a un vrai engagement, ce qui nous oblige à un sérieux sur la conception et le dimensionnement en amont. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez poser des questions à tout moment dans le petit onglet questions qui est à droite de votre écran tout en bas. Je vous propose maintenant de voir un cas concret. On va partir en Bretagne, dans le Morbihan plus exactement, avec Arnaud Lemarec. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc effectivement, Arnaud. Oui, allez-y, effectivement, je vais vous parler de la résidence de Saint-Saëns. Donc c'est le premier site mis en service avec l'offre Choc. Donc c'est une résidence composée de 58 logements
qui historiquement est exploité par Engie, et équipé de 2 chaudières de 300 kg et qui distribuait sur 2 circuits de chauffage. Donc le client avait le souhait de verdir sa résidence dans un premier temps, mais également de diminuer ses coûts énergétiques, gagner sur son étiquette DPE et également en profiter pour moderniser toute son installation de chauffage. Et donc ils ont décidé de solliciter les équipes d'Engie pour répondre à ces différents besoins. Les équipes d'Engie ont travaillé sur l'installation, ont réalisé une étude avec tous les éléments que Nathalie vous a évoqués juste avant. Et donc, on est arrivé à une solution hybride composée d'une PAC de 65 kg et d'une chaudière de 250 kg. Donc, on voit déjà que la chaudière, on n'en a plus qu'une. Elle est redimensionnée, donc avec une puissance plus faible. Et comme l'a dit Nathalie, on s'engage également sur d'autres éléments, donc notamment le taux de couverture. Donc là, on a estimé un taux de couverture de 59%, ce qui représente également un taux de NR de 43% et surtout des économies financières aux alentours de 34%. Donc ensuite, on est passé à la phase travaux. Donc l'installation a été entièrement rénovée. Aussi bien donc, la partie production avec la PAC, la chaudière, mais également avec les différents compteurs qui ont été installés. Toute la partie automatisme a été également rénovée avec des automatismes propres à Engie pour optimiser l'installation. Donc après une saison et demie d'exploitation, l'installation fonctionne très très bien. Le client est très satisfait. Le technicien est très satisfait aussi, parce qu'il a eu très peu de maintenance ou de dépannage à effectuer. Et surtout, les performances sont bien au rendez-vous. Et donc, les engagements sont atteints, parce que vous pouvez le voir sur la slide. Donc, on arrive à des économies d'énergie aux alentours de 40% et surtout un taux de couverture globalement largement au-dessus de ce qu'on avait prévu, puisqu'on est aux alentours de 63%. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Thomas, on va résumer à la fois sur l'aspect économique des C2E et ce que cela peut représenter concrètement pour une résidence. Vous avez fait une petite simulation. Tout à fait, et surtout avoir l'évolution qu'il y a eu sur les primes C2E entre les fiches de l'année dernière et ces nouvelles fiches 2026. Parce que oui, il existait déjà des fiches C2E sur les pompes à chaleur collectives l'année dernière, où on estime que dans un cas à peu près idéal, ça permettait de financer à peu près 350 € par logement. Déjà, ces fiches ont évolué. Donc, les nouvelles fiches qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026 permettent déjà, dans les mêmes conditions, de financer plutôt environ 1 000 € par logement. Donc, on a déjà un x3, ne serait-ce que sur la fiche. Et par-dessus, on en a parlé, il y a ce fameux coup de pouce qui vient aussi multiplier par 3 la prime C2E. Donc, on passe de 350 € de financement par logement l'année dernière à peu près 3 000 € aujourd'hui. Au maximum. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on estime que les coûts d'investissement, les CAPEX pour la pompe à chaleur, vraiment pour le matériel et pour les travaux qui sont à côté, peuvent, dans des bons cas, être intégralement couverts par les C2E. C'est une vraie opportunité, c'est très incitatif et c'est aussi la bonne preuve que le dispositif des C2E sait bouger, sait évoluer pour s'adapter au marché et aux besoins des Français aujourd'hui. On a pris l'exemple un exemple réel d'une résidence de 116 appartements dans le 76, c'est un bailleur social, où on a installé 3 pompes à chaleur Elco de 78 kW en déposant la chaudière gaz et en installant donc une nouvelle chaudière gaz en appoint. Les CAPEX de cette opération sont à peu près de 228 000 €. J'ai arrondi. La prime C2E sur les fiches de l'année dernière aurait permis de gagner pour le bailleur social environ 25 000 €. Ça reste 10% de l'investissement, c'est pas négligeable, mais c'est sans commune mesure avec les fiches de cette année, où avec le nouveau calcul, on est plutôt autour de 200 000 €, soit un taux de couverture de 87%.
Alors, vous allez me dire et faire le calcul très rapidement entre les 3 000 € par logement pour 116 appartements et 200 000 €, le compte n'y est pas. Parce que oui, il y a des différences et oui, ça peut bouger. Les 3 000 € par logement sont calculés dans un cas quasi idéal. Ça veut dire en zone climatique H1 et pour un usage PAC, chauffage plus ECS. Là, ici, pour cette résidence et pour ce cas précis, la pompe à chaleur ne couvre que le chauffage. Le CS est assuré par ailleurs par d'autres équipements. Et dans le 76, on est en zone climatique H2. Donc, il y a une petite perte. Malgré tout, on arrive quand même à un taux de couverture de 87%. Donc, dans ce cas idéal, on aurait été forcément au-dessus des 100%, ce qui est toujours bon à prendre. Là où on a une autre optimisation aussi à faire, et où le groupe Engie peut vous accompagner, c'est que sur ces C2E, on peut aller chercher du C2E précarité. C'est une autre forme de C2E qui est mieux valorisée. Les bailleurs sociaux peuvent en bénéficier. Là, je ne vous ai pas mis le calcul spécifiquement pour ce bailleur, mais les bailleurs sociaux peuvent en bénéficier et les copropriétés aussi peuvent en bénéficier dans certaines conditions. Nous, on vous accompagne pour vous aider à obtenir le meilleur des financements à chaque fois selon votre situation et donc vous permettre de couvrir au maximum vos CAPEX pour décarboner et repartir sur une installation de chauffage qui va durer dans le temps et vous permettre de faire des économies d'énergie en plus. Je fais juste un petit retour sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur sur le premier critère de regarder si ma chaudière gaz initiale a bénéficié de C2E. C'est la règle aujourd'hui. Si vous avez bénéficié de C2E dans le passé, vous ne pouvez pas en bénéficier aujourd'hui pour le même équipement, donc pour la production de chauffage dans notre cas. C'est la règle aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous l'annonce comme ça. Par contre, c'est une règle qui est en train d'être discutée. Encore une fois, c'est aussi la preuve que le dispositif sait bouger et évoluer. C'est une règle qui est en train d'être discutée et dont on espère un assouplissement pour vous permettre, même si vous avez eu un petit peu de C2E il y a 15 ou 20 ans pour la chaudière gaz, et ben aujourd'hui de pouvoir quand même bénéficier des C2E et de ces opportunités pour remplacer ce gaz par de la pompe à chaleur. J'imagine que quand ça sortira, et on espère que ça sort, vous serez tous bien entendu informés de ce changement. Avant de repasser la parole à Nathalie pour résumer sur l'hybridation, on a une question. Sommes-nous sûrs qu'enlever une chaudière gaz ou fioul suffit pour bénéficier du coup de pouce, même si l'on conserve sur site une seconde chaudière fossile? Tout à fait. Ça a été précisé depuis le début de l'année. Ça a été une grosse interrogation pour beaucoup d'acteurs. Et oui, les instances ont bien précisé qu'il fallait, il ne nécessitait de déposer qu'au moins une chaudière. Donc, on peut en garder une seconde. On peut soit conserver une deuxième chaudière existante, soit retirer une chaudière ou deux chaudières et en installer une nouvelle, plus petite. Ce qu'il faut, en fait, c'est que la pompe à chaleur représente à minima 40% de la puissance totale de la chaufferie. Ça permet d'optimiser le volume de C2E. Donc, c'est un calcul qui va être fait et qui est fait à chaque fois sur toutes nos installations, encore une fois, pour vous permettre de bénéficier du maximum de financement. Mais oui, c'est bien la dépose d'au moins une chaudière gaz, fioul ou charbon. Et la deuxième condition, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est justifier de l'impossibilité de se raccorder au RCU. Si vous avez un réseau de chaleur qui passe dans la rue, ça va être compliqué de justifier d'obtenir le coup de pouce pour une pompe à chaleur, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Nathalie, sur l'hybridation, on résume aussi? Oui, tout à fait. Donc, on en a pas mal parlé, mais l'idée, vous l'avez bien compris, ça va être de passer d'une solution qui est 100% carbonée, 100% fossile. Dans notre cas, là, on a mis 100% gaz, ça pourrait être même 100% fuel, ça commence à être un peu plus rare, mais ça existe encore. Donc, en tout cas, une solution 100% fossile vers une solution décarbonée au maximum, tout en respectant les critères de votre bâtiment et les contraintes de rénovation, tout en assurant le confort et tout en maximisant la performance globale de l'installation. Et donc, en utilisant la PAC au moment où elle va être le plus performante, donc ça, c'est toute la partie décarbonation de droite, toute verte que vous voyez, en se servant de la chaudière en appoint dans les périodes où
la pompe à chaleur n'est pas capable de réaliser la totalité du besoin ou alors a des performances qui seraient bien trop dégradées. Donc là, on est sur des plages de température extérieure, grosso modo, compris entre 0 et 7 degrés à peu près, parfois 0 et 4. Ça dépend aussi de conditions d'hygrométrie. C'est vraiment toute une expertise qu'on va prendre en compte pour définir cette plage durant laquelle on va avoir un fonctionnement mixte avec la pompe à chaleur qui assure tout ce qu'elle peut dans des conditions de performance idéales et la chaudière qui vient augmenter la pointe, et puis, augmenter réaliser la totalité des besoins et faire la pointe. Et puis, on a la chaudière qui doit être capable également de couvrir l'intégralité des besoins dans les périodes de grand froid, donc dans les périodes où on va passer grosso modo sous les 0 degrés, où donc ça reste des périodes relativement rares, ça dépend de votre zone évidemment, mais ça reste une petite partie de l'année. Et là, on a la chaudière qui vient prendre le relais et assurer la totalité des besoins. On arrête la PAC quand celle-ci n'est plus capable d'assurer des performances minimales ou que ça mettrait même en danger sa qualité et son bon fonctionnement. Et c'est ça qui permet d'assurer la performance globale de l'installation et de décarboner au maximum votre installation. Donc, pompe à chaleur plus chaudière égale décarbonation performante. Et vous l'avez compris, ces travaux-là, ils sont intégrés dans une garantie de résultat et un engagement qui va porter à la fois sur la baisse des consommations énergétiques et une garantie de confort. Ce n'est pas au détriment, on garantit une température de confort intérieur, évidemment, et sur une performance du mix, donc c'est ce qui va concerner la partie décarbonation, c'est-à-dire qu'on s'engage sur un taux de couverture minimal grâce à l'étude précise qu'on a fait, grâce au dimensionnement optimisé par la pompe à chaleur. Donc vous l'avez vu dans l'exemple de Saint-Saëns, on était autour des 60%, 59% de taux de couverture. Selon votre cas, on va aller chercher le taux qui va être le plus adapté. On est en règle générale au-dessus des 50%, encore plus avec les règles de dimensionnement qui ont été évoquées dans le cadre des C2E. Voilà, on vient chercher ce qui correspond mieux à votre situation et on s'engage dessus pour être certain qu'on utilise correctement le mix énergétique. Nathalie, juste avant de passer la parole à François pour la conclusion et puis répondre aux questions qui nous ont été posées, on a une petite question technique. À quel endroit installez-vous les unités extérieures des PAC ? Oui, très bonne question. Alors, déjà, on a référencé des PAC, effectivement, avec un certain nombre de constructeurs. Vous l'avez vu dans les exemples, on a parlé d'Elco, on peut en citer d'autres. On en a 3-4 référencés. Et ça, on a fait ce travail-là de qualification et de référencement de partenariat avec un certain nombre de fournisseurs. Donc, ça va être ce qu'on va mettre en place sur le terrain et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des accords de partenariat où on récupère tout un tas de données, des données sur le poids, donc ça fait lien avec votre question sur où peut-on les installer, sur la taille, sur comment on peut les agencer, sur des données sur l'acoustique qui vont être un point essentiel, et puis des données sur la performance énergétique bien plus poussées que ce qu'on va trouver dans les fiches techniques et qu'on va intégrer dans notre outil de dimensionnement pour qu'on puisse garantir toute cette performance. Et c'est ça qui va nous permettre aussi, en fonction de ça, plus la configuration de votre site, de savoir où on va pouvoir installer la PAC. Donc, effectivement, on va regarder, donc en prenant en compte la place disponible et l'acoustique, parce que c'est un point très important. On sait que c'est une crainte chez vous, donc on le prend bien en compte. Le positionnement de la PAC. S'il y a de la place en toiture et que c'est pertinent et que la structure le permet, pourquoi pas une installation en toiture? Il faut bien sûr une toiture terrasse, donc il faut des conditions particulières, mais pourquoi pas? On sait que niveau acoustique, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Sinon, et c'est quand même la majorité des cas, on l'installe au sol, en extérieur. On réalise un habillage autour pour que visuellement, il n'y ait pas d'impact trop négatif. Ça peut être avec dans le cas de Saint-Saëns, par exemple, il y a des buissons, des haies autour, des choses comme ça. Et si besoin, on prend aussi en compte l'isolation acoustique. Donc, ça peut être un caisson dans les cas les plus défavorables. Ça peut être aussi prendre en compte, si on a des parois, des murs juste autour, l'effet réverbération. Et donc, on peut décaler un petit peu la pompe à chaleur par rapport à ça. Donc, voilà, on va vraiment prendre tout un tas de critères. Il faut un peu de place, mais ça reste relativement limité. On parle de quelques mètres carrés. Voilà. Et on va choisir le cas idéal, selon votre situation. Très bien, merci beaucoup Nathalie. On va passer aux questions dans un instant. Juste un mot de conclusion, François, maintenant qu'on sait tout ça, on fait quoi? On est prêt. Il faut agir. Non, mais pour répondre, en fait, là, on a bien brossé pendant cette présentation les actions
très concrètes qu'on propose de mettre en œuvre pour répondre aux enjeux qu'on a présentés au début. Donc, électrifier, améliorer le DPE, tout en minimisant le reste à charge et maîtriser le budget annuel. Alors, on voit bien la différence entre, on l'a expliqué, le reste à charge, c'est ce qui reste de coûts de travaux une fois qu'on a déduit les aides. Et puis, maîtriser le budget annuel, c'est vraiment qu'est-ce que je consomme, combien, pourquoi, combien ça me coûte, la maintenance, etc. Donc, ce que nous proposons, c'est de faire une étude de faisabilité en 15 jours sur vos cas concrets. Hein, donc que ce soit un immeuble de copropriété ou un immeuble bailleur social, on est capable de faire un diagnostic rapide qui permet d'optimiser les choix techniques, comme on vous a expliqué, hein, puisque chaque cas est particulier, et puis d'étudier précisément le financement, le coût de travaux, le reste à charge, les C2E, etc. Voilà. Et donc là, on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions, faire cette étude, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au début. Voilà. Super. On va passer aux questions des personnes qui nous ont rejoints ce matin. La question, dans le cas d'une rénovation 100% ELEC, PAC plus appoint ELEC, n'a-t-on pas des coûts d'exploitation bien plus faibles que dans le cas d'une hybridation, puisque dans le deuxième cas, on conserve deux sources d'énergie, deux types de systèmes différents? Peut-être Nathalie? Oui, alors en réalité, je comprends la question, mais non, puisqu'en fait, on a toujours deux types d'équipements et c'est ça qui va primer. L'exploitation d'une chaudière gaz, en plus, c'est quelque chose que l'on maîtrise et ça ne coûte pas plus cher que l'exploitation d'une chaudière ELEC. Donc, sur la partie on garde malgré tout deux équipements, une pompe à chaleur plus une chaudière. Les coûts d'exploitation un peu plus élevés vont plutôt concerner la pompe à chaleur. Sur la partie chaudière, c'est relativement classique. Ça ne fait pas exploser non plus les coûts d'exploitation par rapport à une solution où on n'aurait que la pompe à chaleur, même si de toute façon, je l'ai bien expliqué, je pense, c'est très compliqué en rénovation de ne mettre qu'une pompe à chaleur. Et on pense l'installation au global. Donc, en réalité, de toute façon, on a deux équipements à maintenir, mais qui sont pensés dans une situation de chaufferie globale. Et il n'y a pas tellement d'impact. Pour la partie coût global, pareil, sur deux sources d'énergie, c'est même plutôt favorable d'avoir du gaz et de l'électricité, puisqu'on va pouvoir jouer sur ces deux sources d'énergie, y compris en fonction des fluctuations de coûts. Et ça, c'est ce qu'on va prendre en compte aussi dans le dimensionnement et dans le taux de couverture qu'on va chercher à atteindre pour aussi chercher une performance économique. Sans parler de jouer en temps réel sur ces deux énergies, qui est quelque chose sur lequel on travaille et sur lequel peut-être prochainement, on arrivera aussi à le proposer si c'est intéressant. Au-delà de ça, sur le dimensionnement, en fonction des contrats qu'on va signer à l'instant T, on peut regarder ce qui va être le mieux pour jouer sur la partie gaz et sur la partie ELEC. En plus, le pilotage d'une chaudière gaz, c'est quelque chose qui est assez peu contraignant. Finalement, ça permet d'avoir un talon et d'assurer le confort facilement. C'est une réponse rapide. Donc, ça reste une solution qui est quand même à privilégier et intéressante d'avoir ces deux solutions techniques et, donc, quand on peut, même deux énergies. Maintenant, la solution à point ELEC est en tout contrat ELEC, comme je l'ai dit, elle permet de répondre à tout un tas de cas où on ne peut pas répondre avec du gaz. Et voilà. Mais on n'aura pas d'écart majeur de coût. OK. Quelles sont ces entreprises référencées? Est-ce qu'elles sont françaises et est-ce qu'une étude acoustique et structurelle est automatiquement réalisée? Oui, alors sur les pompes à chaleur, on n'a pas que des entreprises françaises. On travaille avec historiquement plutôt certains chauffagistes. On a cité Elco, on a Atlantique aussi chez nous, qui est donc une entreprise française. Elco est une entreprise italienne. On travaille avec des frigoristes français, on en a assez peu. Donc, on travaille avec, pour être transparente, avec Carrier, qui est mondialement reconnu, mais qui ont toute leur fabrication et leur assemblage en France ou en Europe. Et quand je dis en Europe, c'est en Europe très proche, c'est-à-dire en Italie, pas très loin de la frontière française, grosso modo. Après, il faut par contre savoir qu'évidemment, on n'a pas de fabrication de compresseurs en France. Une pompe à chaleur, c'est composé d'un compresseur. Donc ça, c'est systématiquement américain ou japonais, mais c'est uniquement cette partie-là qui va être ça c'est obligatoire, peu importe ce que vous achetez. Mais par contre, tout l'assemblage, toutes les entreprises vont être basées effectivement
en France ou en Europe très proches, et ça fait partie des critères de responsabilité sociale aussi et environnementale que l'on a évidemment pris en compte. Donc oui. Sur la partie étude acoustique, oui, on réalise en systématique une étude acoustique en amont et une étude acoustique post-travaux, et on regarde si on est dans les clous et conforme à la réglementation sur les décibels, sachant que vous savez, c'est quelque chose d'assez complexe puisque sur la partie acoustique, ce qui va compter, c'est l'émergence. Donc, si vous êtes dans une zone bruyante avec de la circulation, par exemple, et ben on ne va pas avoir tant de problèmes, c'est-à-dire qu'elle va passer inaperçue finalement, le bruit de la pompe à chaleur. Et si on est dans une zone très calme ou qui est plus calme la nuit, ben on va avoir davantage de contraintes. Donc, j'ai parlé des solutions qu'on pouvait apporter autour de la pompe à chaleur, mais dans les entreprises que l'on a référencées, on a aussi intégré des solutions internes à la pompe à chaleur. Déjà, il faut savoir que dans toutes les nouvelles pompes à chaleur que l'on vient de référencer récemment, ils ont tous fait des efforts considérables sur cette partie acoustique, parce qu'on sait que c'est une épine sur ce type de solution, et qu'aujourd'hui, vraiment, par rapport à ce qu'on avait référencé il y a 3 ans, il y a une réduction de la puissance acoustique qui est conséquente. Donc, avec des efforts sur le dimensionnement des ventilateurs, sur le design. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte par les constructeurs eux-mêmes. Ils proposent tous des modes réduits qu'on peut mettre en place la nuit, par exemple, ou voilà, des modes silence, des modes super silence qu'on va pouvoir programmer, prendre en compte dans le dimensionnement de la pompe à chaleur. On le prend en compte dans le dimensionnement. Peut-être que parfois, c'est plus intéressant de mettre 2 petites qu'une grosse qui fera beaucoup plus de bruit. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et si l'étude acoustique montre que c'est insuffisant, eh bien, on vient ajouter des protections complémentaires pour éviter les nuisances. Donc, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui est maîtrisée. Très bien. On a une autre petite question technique pour vous, Nathalie. Pour le CS, une PAC collective peut-elle alimenter à la fois des ballons thermodynamiques et des anciens ballons d'eau chaude électrique pour un appoint partiel? Dans ce cas, quelle sera la performance globale? Alors, des anciens ballons d'eau chaude électriques pour un appoint partiel. Alors, on est sur une PAC collective, donc il va falloir qu'on mette en place un ballon ECS, un ballon ECS ou un ballon thermodynamique centralisé. Si on a une production de CS qui est... Alors, on a plusieurs façons, par contre, de produire de l'ECS. Alors là, je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail technique, mais on peut le faire en accumulé, en semi-accumulé, en instantané, en semi-instantané. Enfin, voilà, il y a grosso modo ces 4 options-là qu'on va pouvoir faire pour s'adapter, encore une fois, là, au site. En revanche, une production décentralisée avec des ballons par logement, là, on ne peut pas raccorder la pompe à chaleur collective à ces ballons-là. Donc, soit on vient centraliser, ou s'il y a une partie qui est déjà centralisée, on peut venir centraliser. Soit on choisit de garder la production décentralisée dans chaque logement, et ça, c'est possible aussi. Encore une fois, là, on va vraiment trouver l'optimum et la meilleure solution pour pouvoir le faire. Là aussi, ce qui va être intéressant, c'est que les nouvelles pompes à chaleur avec de nouveaux fluides frigorigènes que l'on a référencés, elles permettent de monter plus haut en température, qui vont permettre de faire de l'ECS, puisqu'il nous faut une température d'eau chaude minimum pour pouvoir faire de l'ECS. Donc, en tout cas, la production a la capacité à le faire. Ensuite, en fonction du réseau hydraulique, on va regarder si c'est pertinent ou non. Et donc, par rapport à votre question, effectivement, ça va dépendre vraiment de la config, et on va plutôt être sûr de... En tout cas, il va nous falloir à un moment un ballon d'eau chaude collectif pour pouvoir assurer cette production de CS-là. Et pareil, on va regarder pour compléter si il est intéressant de produire le CS uniquement l'hiver ou en mi-saison, ou s'il est intéressant de le produire aussi l'été. Tout simplement parce qu'une pompe à chaleur, ça a aussi un minimum technique, et que parfois, il va mieux valoir utiliser la chaudière pour produire l'eau chaude sanitaire l'été, parce qu'utiliser la pompe à chaleur à une charge trop faible, ça va complètement réduire ses performances, voire ça va l'abîmer. Donc ça fait partie des choses qu'on regarde. Parfois, c'est pertinent, parfois, on joue sur ce mix, et c'est vraiment toute notre expertise, tant sur le chauffage que sur cette partie eau chaude sanitaire. Une dernière question technique. Comment peut-on s'assurer que la puissance électrique supplémentaire nécessaire pour faire fonctionner la PAC est disponible sur le réseau électrique? Oui, ça c'est un vrai sujet également. Et d'où l'importance aussi du dimensionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. On fait des simulations. On est obligé de passer par Enedis, qui est donc le distributeur. Et on a accès à des sites qui nous permettent de simuler la puissance disponible. On a des outils qui nous permettent d'évaluer le dimensionnement électrique aussi.
Maintenant, on est obligé de les consulter. Parfois, on a besoin de votre accord et de votre aval aussi pour pouvoir avoir accès et qu'ils nous répondent sur cette partie-là. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on va regarder. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est que, j'en reviens encore et toujours au dimensionnement, mais c'est un point clé, c'est qu'en optimisant le dimensionnement et en ne surdimensionnant pas une PAC, au-delà de tout ce que j'ai évoqué, ça peut permettre aussi de ne pas avoir de travaux complémentaires à faire sur le poste de transformation. Ça peut permettre de faire passer et d'avoir la puissance électrique disponible, là où parfois à quelques kilowatts près, ça ne serait pas passé. Donc, on va regarder tout ça et effectivement faire des simulations auprès d'Enedis pour vérifier si la puissance électrique est disponible. Si elle ne l'est pas, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire quelques travaux sur le poste de transfo? On a des coûts qui peuvent être variables selon la situation, donc on s'adapte. Et sinon, on regardera d'autres solutions. Mais effectivement, en complément, Nathalie, c'est un argument, encore un argument pour les solutions hybrides, parce que quand on est dans une solution 100% électrique, où on va voir la pompe à chaleur qui va prendre 40-50% de la puissance et qu'on a un complément avec une chaudière électrique, la chaudière électrique, elle a un COP, un coefficient de performance de 1. Donc, il faut que le dimensionnement, l'alimentation du site soit vraiment très important pour couvrir la totalité du besoin, alors que quand on est avec un complément gaz, en fait, on se contente d'avoir l'alimentation pour la pompe à chaleur qui, elle, a un coefficient, enfin, tu peux nous dire, c'est 3, 4. Enfin, ça... on atteint des coefficients moyens autour de 3, oui, tout à fait. Voilà, et ça, c'est des choses qu'on a. Donc, ça veut dire oui. Pour produire une certaine puissance, ça veut dire qu'il faut qu'on alimente en électricité de 3 fois moins que la puissance produite. C'est ça le principe de la pompe à chaleur. Donc, voilà. C'est très pertinent d'avoir de l'hybridation. Et puisque vous avez la parole, François, j'ai une question pour vous. Une étude dans ce sens a été effectuée dans notre copropriété il y a 2 ans. Malheureusement, l'AG a rejeté l'installation d'une PAC. Cette étude pourrait-elle être encore valable aujourd'hui? Merci pour votre réponse. Alors, ça, je ne connais pas cette étude, mais peut-être qu'il faudrait refaire. Vous pouvez nous contacter, on peut réétudier le cas précis de votre copropriété ou de votre site. Comme le disait Nathalie, en fait, les pompes à chaleur ont progressé aussi depuis 2-3 ans. Donc, je pense que ça nécessiterait peut-être de refaire une étude rapide. Et ce qu'il faut mettre à jour, c'est le chiffrage. Et puis le chiffrage, c'est tout à fait, bien sûr. Exactement. Ça changera probablement la décision de l'AG. Ouais, effectivement. Et Thomas, une question également, l'installation de PAC pour uniquement de la production de CS est-elle éligible au C2E? C'est intéressant, oui. Il existe une fiche C2E pour ça, donc pour l'installation de PAC juste pour le CS. Il y a une 50aine de fiches dans le secteur résidentiel, donc beaucoup de situations sont couvertes. Néanmoins, elle ne fait pas partie des fiches qui sont bonifiées par le coup de pouce. Donc oui, on peut obtenir des C2E, mais pas avec les différentes conditions et le coefficient de multiplicateur comme on a vu là. Et c'est possible. Très bien. Moi, je vais me permettre de répondre à quelques questions en même temps qui vont toutes dans le même sens. Et bien sûr que vous allez recevoir la présentation. Tous ceux qui participent à ce webinaire ce matin vont recevoir dans les prochaines heures, aujourd'hui ou demain, la présentation, le replay de ce webinaire, et puis aussi un petit récapitulatif sur toutes les dispositions dont on vous a parlé ce matin. Pour nous contacter, on a aussi des questions pour nous demander comment on fait pour vous contacter pour avoir cette fameuse étude de faisabilité. Eh bien, l'email s'est affiché à l'écran. Vous nous écrivez à cet email qui est un peu générique, mais qui nous permet de vous diriger vers la personne qui sera la plus proche de chez vous, la plus proche de votre logement. Et puis voilà, vous allez recevoir tout ça dans les prochaines heures, aujourd'hui ou demain. Il y a je regarde, peut-on utiliser un mix énergétique GN biogaz et quelle fiscalité pour le biogaz? Ça, c'est pointu comme question. Alors oui, Oui, vas-y, François. Non, mais on peut utiliser des certificats biogaz pour alimenter la chaudière gaz. Après, un point important, c'est que le fait d'utiliser du biogaz ne modifie pas le DPE. Ça, c'est très clair parce que vous pouvez utiliser du biogaz aujourd'hui et puis dans un an dire j'arrête. Donc, ça ne modifiera pas le DPE de l'immeuble. En revanche, on peut bien évidemment utiliser du biogaz.
Très bien. Eh bien, c'était la dernière question. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous de vous être joints à nous ce matin sur ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, dans les prochaines heures, vous allez recevoir le replay, la présentation et un petit récapitulatif de tout ce qu'on vous a présenté ce matin. Merci beaucoup de votre attention et puis n'hésitez pas à nous contacter pour cette étude de faisabilité. À très, très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt.